Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, une hypothèse de plus en plus influente suppose que les difficultés sociales rencontrées par les autistes seraient principalement dues à des soucis d'intercompréhension entre autistes et neurotypiques. Les soucis d'interaction seraient alors liés à des façons d'être, de se comporter ou de parler différentes entre autistes et neurotypiques plutôt qu'à un déficit qui se situerait du côté des autistes. Des études précédentes ont indiqué que les neurotypiques et les autistes se faisaient souvent une première impression négative des autistes, notamment à cause de leur façon de s'exprimer. Dans cette étude, nous avons pris le parti d'interroger le rôle des dysfluences dans les difficultés sociales rencontrées par les autistes. Mais qu'est-ce qu'une dysfluence ? Les dysfluences, ce sont des mots, plutôt des éléments linguistiques ou non, qui vont venir interrompre le flux de la parole. On peut répartir les dysfluences en différents types, plus ou moins canoniques. Vous aurez reconnu les fameux E et M, remarquez la répétition, la correction suite à un faux départ, peut-être aussi la prolongation d'un son, la production d'un clic, et de marqueurs discursifs, le jeu de respiration et de rire, ou encore le commentaire sur la façon de dire les choses. Ces types de dysfluences sont généralement répartis en deux catégories, orientées vers le locuteur ou orientées vers l'interlocuteur. Si la dysfluence manifeste d'abord et avant tout des difficultés cognitives ou d'expression du côté du locuteur et se révèle délétère à la compréhension du propos, alors elle est orientée vers le locuteur. Dans les types que j'ai énumérés et étudiés au sein de cette étude, on estime généralement que les répétitions, corrections et faux départs sont des dysfluences orientées vers le locuteur. Dans cette étude, j'émets aussi l'hypothèse que les respirations non physiologiques appartiennent à cette catégorie. Si la dysfluence donne des informations à l'interlocuteur, lui marque l'envie de garder la parole ou requiert son aide, voire se révèle utile à comprendre le propos, alors elle est orientée vers l'interlocuteur. On y répertorie les E, M, marqueurs discursifs, clics, prolongations, ainsi que les commentaires. Dans cette étude, j'émets également l'hypothèse que le rire, qui dénote une gêne, appartient à cette catégorie. Notez que cette distinction entre dysfluence orientée vers le locuteur ou l'interlocuteur en est encore à ses balbutiements, qu'il est donc possible qu'une dysfluence appartienne à une catégorie plutôt qu'à une autre, voire que la frontière soit poreuse et qu'on retrouve une même dysfluence dans les deux catégories, en fonction de sa place dans la phrase, par exemple. Comme la façon de parler des autistes, et plus précisément l'emploi des dysfluences, pourrait susciter de l'incompréhension du côté des neurotypiques, au point qu'ils jugent négativement les autistes, nous nous sommes posé la question suivante. Dans quelle mesure les autistes produiraient-ils plus de dysfluences orientées vers le locuteur, ou moins de dysfluences orientées vers l'interlocuteur, voire les deux ? Ces phénomènes pourraient expliquer pourquoi il existe des malentendus entre autistes et neurotypiques, puisque ce profil de dysfluence rendrait la compréhension de leur discours plus difficile. Pour répondre à cette question, nous avons mis en place une étude qui se caractérise par plusieurs aspects cruciaux. Tout d'abord, un paradigme en face à face et en temps réel. L'expérimentateur était assis en face de chaque participant ou participante, individuellement, dans la même pièce, et non à travers un écran. Pendant la tâche, des mesures supplémentaires étaient récoltées, afin de savoir si le participant ou la participante ressentait du stress pendant l'expérience, ou encore comment il ou elle prêtait attention à l'expérimentateur. Le regard se portait-il sur son visage ou ailleurs dans la pièce ? L'expérimentateur proposait aux participants et participantes une tâche de description de mots usuels comme baleine, ananas, guitare ou encore hélicoptère. Ces descriptions étaient enregistrées et ont ensuite été codées, mot par mot, en termes de dysfluence. Nos participants et participantes étaient répartis en deux conditions expérimentales. Soit l'expérimentateur les regardait dans les yeux tout au long de l'expérience, soit il regardait ailleurs dans la pièce. Le regard adressé devrait augmenter l'impression d'être en interaction avec l'expérimentateur, contrairement au regard détourné. La condition expérimentale pourrait donc avoir un effet sur la production des dysfluences. Afin de mener à bien cette étude, nous avons pu compter sur la participation de 80 adultes âgés entre 20 et 55 ans, pour une moyenne de 36 ans. Nous avons ainsi recruté 10 hommes et 10 femmes autistes. Pour chacun et chacune d'entre eux, nous avons cherché une autre personne autiste ainsi que 2 personnes neurotypiques de même âge et de même genre. La moitié de chaque quatuor était répartie entre les conditions expérimentales du regard adressé ou détourné.
Nous avions donc au total 40 autistes, dont 20 femmes, dont 10 dans la condition du regard adressé. De même, nous avions 40 neurotypiques, dont 20 femmes, dont 10 dans la condition du regard adressé. Voici les principaux résultats obtenus à la suite de l'analyse des dysfluences produites par nos participants et participantes. Commençons par les différences entre les groupes. Les neurotypiques ont produit plus de que les autistes, que l'expérimentateur les regarde dans les yeux ou ailleurs. Les neurotypiques ont produit plus de que les autistes dans la condition du regard adressé, mais les autistes ont produit plus de que les neurotypiques lorsque l'expérimentateur maintenait son regard détourné. Les neurotypiques ont produit plus de prolongation de son dans la condition détournée que les autistes. Et enfin, les autistes ont produit plus de respiration non physiologique dans la condition adressée que les neurotypiques. Voyons maintenant les différences à l'intérieur des groupes en fonction de la condition. En fait, seuls les autistes présentent des différences significatives d'emploi de dysfluence en fonction de la condition. En effet, les autistes produisaient plus de lorsque leur interlocuteur ne les regardait pas et plus de prolongation et de respiration non physiologique lorsque l'expérimentateur les regardait. En guise de précaution, nous avons vérifié que ces résultats ne pouvaient pas être corrélés à autre chose qu'au groupe de nos participants et participantes. Ni le genre, ni l'anxiété sociale, ni la lexithymie, ni ce qu'ils regardaient, ni même le stress vécu pendant l'interaction, n'expliquent les différences observées entre autistes et neurotypiques. Enfin, notons que nous n'avons pas observé de différence inter- ou intragroupe en ce qui concerne la production de répétitions, de faux départs, de réparation, de marqueurs discursifs, de rires et de commentaires. Toutefois, ces dysfluences étaient nettement moins produites par nos participants et participantes, ce qui implique que des différences subtiles n'ont peut-être pas pu être repérées. Nous observons donc des différences notables entre autistes et neurotypiques dans leur production de dysfluences. Face à ces résultats, nous proposons l'interprétation suivante. De façon remarquable, les autistes semblent produire moins les fameux et qui sont des dysfluences orientées vers l'interlocuteur, et ce, particulièrement dans la condition du regard adressé. Leur discours serait donc potentiellement moins facile à suivre pour leur interlocuteur, habitué à s'appuyer sur ces dysfluences dans ses conversations. Par ailleurs, les autistes semblent également produire plus de dysfluences orientées vers le locuteur, comme par exemple les respirations non physiologiques. Ce faisant, leur discours deviendrait plus difficile à suivre pour leur interlocuteur. Comme supposé dans notre question de recherche, ces deux caractéristiques rendraient atypique la façon de parler des autistes à l'oreille de leur interlocuteur, ce qui pourrait contribuer à former une première impression négative. Toutefois, et contrairement aux idées généralement admises, nos participants et participantes autistes étaient sensibles à la condition expérimentale. En fonction du regard, adressé ou non de leur interlocuteur, ils et elles ont modifié leur emploi des dysfluences, même si autrement que les neurotypiques. Cela prouverait donc bien que nous serions face à une manière différente de faire, plutôt que face à un déficit ou à un désintérêt social. Merci à toutes et tous de votre attention. Merci à nos participants et participantes. Et à bientôt.